Bienvenue à tous, on commence avec cette nouvelle. Bosco Ntaganda, le général dissident du M23 recherché par la Cour pénale internationale, s'est rendu à l'ambassade des États-Unis à Kigali ce lundi, selon le gouvernement rwandais qui s'en défendait il y a encore quelques jours, ce qui vient également confirmer les propos du porte-parole du gouvernement congolais que l'officier renégat se trouvait bel et bien au Rwanda. Et pendant ce temps, à Kampala, le facilitateur au dialogue vient de confirmer la poursuite des échanges avec le M23 El Makenga Crispus Kiyonga, le ministre ougandais de la Défense, qu'il a annoncé au cours d'un point de presse dans la capitale ougandaise. Recherché par la Cour pénale internationale, le général dissident CNDP puis M23 Bosco Ntaganda a demandé à être transféré devant la Cour pénale internationale selon la porte-parole du département d'État américain Victoria Nuland, qui du reste a confirmé l'information selon laquelle l'homme s'est présenté à l'ambassade des États-Unis à Kigali ce lundi. Un peu plus tôt dans la même journée de ce lundi 18 mars, Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères rwandaise, l'avait elle aussi confirmé, alors que Kigali s'en défendait il y a encore quelques jours. Déjà dimanche 17 mars matin, le gouvernement de Kinshasa avait soutenu, par l'entremise de son porte-parole Lambert Mende, que l'officier renégat se trouvait bel et bien au Rwanda, après donc la débâcle à Kibumba de ses troupes, opposées à ceux de Sultani Makenga. En 2006, le général Ntaganda a été inculpé pour une première fois par la Cour pénale internationale pour avoir recruté des enfants soldats. D'autres plaintes pour viol, assassinat et persécution pour motifs ethniques et le ciblage délibéré des civils ont été ajoutées en mai 2012 suite à des preuves présentées pendant le procès de son co-accusé et ancien patron, le seigneur de guerre Thomas Lubanga, première personne à avoir été reconnue coupable par la CPI. Les populations congolaises reprochent à Bosco Ntaganda et à ses soldats une série de viols, de pillages et de meurtres dans le nord et dans le sud Kivu, ainsi que dans le district de l'Ituri, en province orientale. Et pour préciser cette information, nous sommes justement en ligne avec le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende. Nous venons d'apprendre que de l'ambassade des États-Unis, où il se serait réfugié au Rwanda, Bosco Ntaganda aurait manifesté la volonté de se rendre à la CPI. Confirmez-vous cette information? Oui, l'information est confirmée. Nous constatons donc que depuis samedi, comme nous l'avons dit précédemment, Bosco Ntaganda a traversé au niveau de Kabuhanga, la frontière entre le Rwanda et la RDC. Il a été reçu au Rwanda par des officiels rwandais qui l'ont encadré pendant les 3 derniers jours et qui l'ont, selon nos informations, escorté jusqu'au portail de l'ambassade américaine à Kigali. Donc, les démentis qui ont été faits hier par la ministre rwandaise des Affaires étrangères ne démentaient rien du tout. Et donc, nous confirmons cela. Il ne s'est pas rendu de son plein gré. Il a été contraint de se rendre pour probablement justifier que le Rwanda n'était pas au courant de sa présence. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement constate que c'est le début de la fin de l'impunité, parce que Ntaganda était l'incarnation de l'impunité dans cette partie du territoire national, et que si, comme nous le croyons, l'ambassade américaine et le gouvernement rwandais vont coopérer pour le transférer à la Cour pénale internationale, ce sera une très bonne chose, un bon signal de la fin de l'impunité dans l'est de la RDC. Merci Lambert Mende. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du gouvernement congolais et ministre des médias. L'actualité ce lundi, c'est également l'ouverture à Kananga, au Kasaï occidental, de la conférence des gouverneurs sur la présidence du chef de l'État. Cette 3e conférence qui s'étend sur 2 jours se focalise sur les questions cruciales touchant l'ensemble des provinces, notamment les secteurs miniers et de l'énergie, mais également la consolidation de la cohésion nationale. Plusieurs délégations provinciales et gouvernementales prennent part à ces assises. On va rester à Kananga pour parler de cette réunion des responsables des régies financières de Kananga autour du ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi. Un seul objectif au cours de cette rencontre hebdomadaire délocalisée pour la circonstance, sensibiliser les entreprises provinciales mobilisatrices des recettes à doubler d'efforts pour donner au gouvernement les moyens de sa politique. Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï occidental, sera durant 2 jours le siège de l'administration centrale. La Troïka, qui se tient donc chaque lundi à Kinshasa, a été également délocalisée vers cette ville. Ainsi, le ministre délégué aux Finances a réuni les directeurs provinciaux des 3 services mobilisateurs des recettes, notamment la DGI, la DGDA et la DGRAD.
avec pour objectif justement de faire le point et comprendre aussi davantage les conditions dans lesquelles travaillent localement ces services appelés à élargir l'assiette fiscale du pays. Ainsi, à Kananga, c'est le même message, à savoir le doublement des recettes. Nous avons beaucoup insisté notamment sur la nécessité pour la DGI, qui se trouve au mois de mars ici, dans un mois d'échéance fiscale, y compris du reste pour la DGRAC, pour qu'un travail de communication, de sensibilisation des opérateurs économiques puisse être fait de manière à ce que nous ayons des bons résultats pour le mois de mars. Et par rapport à cette perspective-là, c'était important qu'on puisse voir quelles sont les contraintes et comment surtout on résout les contraintes. Après le constat, les difficultés sont énormes pour répondre aux attentes du gouvernement et ainsi assurer la maximisation des recettes. Les directeurs provinciaux qui ont pris part à cette rencontre espèrent aussi recevoir un coup de pouce du gouvernement central afin de doubler les recettes, surtout pour ce mois de mars. Revenons à Kinshasa pour parler de cette loi qui modifie le statut de l'opposition que vient d'initier le député national du MLC, Germain Kambinga, ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale. Cette loi a la particularité de prendre en compte la coexistence de deux formes d'opposition, celle dite parlementaire et extra-parlementaire. Depuis 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises multiformes, caractérisées particulièrement par l'intolérance réciproque des acteurs politiques de toute tendance. Face à cette situation, il a été donc opportun de mettre sur pied un cadre qui garantisse l'affirmation d'une opposition réelle et responsable à côté d'un pouvoir qui gouverne, et ce pour l'éclosion d'une démocratie apaisée. Nous avons analysé la loi et nous avons constaté qu'il y a un certain nombre d'incongruités qui sont passées durant l'ancienne législature. Donc nos modifications, nos propositions d'amendement portent essentiellement sur deux points. Le premier point, et je crois que c'est le plus important de notre point de vue, c'est le pouvoir d'ingérence donné à la majorité, le pouvoir faire la facilitation pour convoquer et diriger les plénières de l'opposition. Cette présente loi se veut donc un cadre par excellence de la mise en branle d'une opposition véritable, indépendante et maîtresse de son destin. Dans notre proposition de loi, nous, au niveau de l'article 19 et de l'article 20, nous enlevons cette responsabilité instrumentale au président des deux chambres pour la remettre au niveau de ce que nous appelons dans notre proposition de loi le bureau provisoire de l'opposition, sur le modèle du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, qui sera composé, si vous voulez, à la présidence du député ou sénateur le plus âgé, secondé par deux secrétaires qui seront les moins âgés des parlementaires. Première innovation, ce qui remet à l'entière responsabilité de l'opposition le devoir, si vous voulez, le mandat pour convoquer et diriger les plénières de l'opposition. L'opposition politique de la RDC vient ainsi de jeter les bases d'une architecture institutionnelle propice au combat politique fondé essentiellement sur l'égalité des armes entre diverses tendances politiques du pays. Et puis les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les bénéfices et profits sont appelés à déposer leur déclaration de l'exercice comptable 2012 dont la date limite est fixée au 31 mars. Étant donné que cette échéance intervient le dimanche, la DGI les invite à prendre les dispositions utiles pour s'acquitter de cette obligation plus tard, le vendredi 29 mars 2013. À ce sujet, je vous propose d'écouter le directeur général adjoint de la Direction générale des impôts. Comme chaque année, il y a une échéance légale qui est fixée par les législateurs en ce qui concerne la souscription des déclarations au titre d'impôt sur le bénéfice et profit. Et cette année, exceptionnellement, la date de dépôt de déclaration qui est fixée par la loi au 31 mars a été ramenée au 29 mars 2013. Pour la simple raison que la déclaration et le paiement doivent intervenir au plus tard cette date. Parce qu'en fait, en matière d'impôt sur le bénéfice et profit, comme nous le savons, la déclaration est autoliquidative. Ça signifie au même moment on vient souscrire la déclaration et le même jour on doit procéder au paiement de l'impôt dû. Nos bureaux seront ouverts à partir de 7h30 et pourraient se fermer au plus tard minuit, pour permettre à tout le monde, à tous les contribuables qui sont assujettis à cet impôt, de souscrire effectivement leur déclaration fiscale. Nous appelons tout le monde à souscrire sa déclaration au titre d'impôt sur les bénéfices, au plus tard le 29
mars 2013. C'est un vendredi. Parce qu'en réalité, si on ne souscrit pas une déclaration à cette date, on court les sanctions de taxation d'office. Et à cette taxation d'office est chargée les pénalités d'assiette et les pénalités de recouvrement. Et quand on est aussi dans les cas de taxation d'office, là, il revient à l'administration fiscale d'imposer, d'arrêter une base, et sur cette base, l'administration liquide l'impôt. Et l'impôt doit être payé comme tel. Parce qu'en fait, même si on introduit une réclamation contentieuse, on doit d'abord payer cet impôt avant que la réclamation contentieuse soit effectivement instruite. Parlons en coopération à présent, vous le savez, la République démocratique du Congo se trouve dans une phase transitoire pour basculer complètement à la télévision numérique terrestre et le gouvernement envisage d'adopter la norme japonaise ISDBT aux dépens des propositions européennes. Déjà, les discussions ont lieu entre Kinshasa et Tokyo, c'est ce qui explique le séjour en RDC du vice-ministre japonais des Affaires intérieures et communications qui s'est entretenu ce lundi avec le vice-ministre en charge du budget après avoir rencontré la veille le ministre du Travail. La RDC pourra dans les prochains jours devenir le deuxième pays en Afrique, après le Botswana, parmi les 14 au monde à choisir la norme Nippon. En visite de travail dans le pays, le vice-ministre japonais Eiichi Tanaka en discute avec les autorités qui déjà seraient favorables à un oui au gouvernement de l'Empire. Auprès de la vice-ministre en charge du budget, l'homme d'État japonais a manifesté la volonté de son pays de fournir à la RDC l'équipement nécessaire pour l'exploitation de ce système une fois adopté. C'est l'option technologique qui convient le mieux pour les RDC et nous en sommes conscients, donc nous allons tout faire pour que le dossier soit finalisé rapidement. Telles sont les assurances de la vice-ministre Liska Bayoué, qui représentait le vice-premier ministre, ministre du budget, qui participe à Kananga à la conférence des gouverneurs. De même, ici à la résidence privée du ministre du Travail, Bahati Lukwebo, où le vice-ministre japonais a été reçu la veille. Il a obtenu une réponse favorable car la technologie japonaise offre des avantages qui va jusqu'à la création de l'emploi pour les Congolais. Entre le Japon et la RDC, c'est une coopération fraternelle, mais surtout de longue date. Avec son agence au développement, la JICA, l'Empire appuie beaucoup la RDC, notamment dans le domaine de la formation, le cas de son apport à l'Institut national de préparation professionnelle. Ainsi, le ministre Bahati Lukwebo leur a promis de faire de son mieux pour faire valoir auprès de ses collègues ministres les bénéfices que cette coopération sous la TNT avec le Japon peut apporter au pays. Démarche qu'il mène déjà auprès du chef de l'État et du Premier ministre. Plus de suspense, la liste des léopards présélectionnés pour le match du 24 mars face à la Libye a été rendue publique par Claude Leroy, sélectionneur de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue ce lundi au siège de la Fédération congolaise de football association. Et les absents de cette liste, parmi ceux qui ont participé à la 29e Coupe d'Afrique des Nations, sont Matou Monaroum, Deo Kanda et Patou Kabangu. C'est un premier face-à-face au pays entre la presse sportive et les sélectionneurs de léopards de la RDC, Claude Leroy, depuis l'élimination de la sélection congolaise à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il avait deux objectifs. D'abord, éclairer l'opinion sur le séjour de son équipe en Afrique du Sud lors de la 29e édition de la CAN. Je pense que je suis assez professionnel et assez respectueux de tout le monde pour jamais m'être foutu de quoi que ce soit. C'est un mot que je ne connais pas. Moi, je fais toujours le maximum de ce qu'il est possible. Je crois qu'on a travaillé comme des fous avant la Coupe d'Afrique. C'était une Coupe d'Afrique des nations très serrée, très compacte, où ça jouait pendant toute cette compétition et pendant la préparation de cette compétition, où ils ont vécu véritablement comme des reclus, où sur un mois, ils ont eu une après-midi de libre. Ensuite, la préparation des léopards pour le match de ce 24 mars face à la Libye au stade de Martyrs pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde au Brésil 2014. Il y a longtemps que j'ai donné la liste. Probablement qu'il y a eu des attentes parce que jusqu'à la dernière minute, j'ai eu des communications téléphoniques jour et nuit avec les papas, les mamans de certains joueurs, les grands frères, les conseillers, les agents. Je peux vous donner les noms, bien évidemment, qui ont hésité jusqu'à la dernière seconde, en particulier 3 joueurs que je tenais absolument à faire venir, qui étaient, vous ne serez pas surpris, Jires Kembo, Cédric Bakambu et Grandine Goyi. Claude Leroy en a profité également pour publier officiellement et expliquer